Bonjour et bienvenue à tous. Avec mon invité ce matin, nous allons discuter de la Ligue arabe, de l'avenir de celle-ci, des dossiers chauds en suspens dans la région et du rôle de cette institution pour agir de manière efficiente, pour lutter contre le terrorisme et mettre un terme ou du moins trouver des solutions efficaces aux conflits qui déchirent certains de ses membres. Et pour parler de ces thématiques, j'ai le plaisir de recevoir Mustafa Al-Zrazi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et expert en relations internationales et en gestion de crise. Et en parlant de crise, justement, le Conseil de la Ligue arabe tient des réunions annuelles. Selon vous, est-ce suffisant pour répondre efficacement aux conflits dans plusieurs pays arabes, en l'occurrence, je pense là à la Syrie, à la Libye ou encore à ce conflit israélo-palestinien? Bon, malheureusement, la Ligue arabe, malgré tous les efforts, il reste dans une inefficacité de gérer les crises qui dominent dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et bon, avec l'appellation du monde arabe en tant qu'entité homogène. Et cela est dû tout d'abord à des divergences entre les pays et l'incapacité d'activer, par exemple, la charte de défense commune, d'activer l'intégration économique qui est un facteur important pour créer une interdépendance au niveau de la sécurité nationale, National Security Concern, des pays et qui peuvent justement devenir facteurs de médiation et de rapprochement. Puisqu'on n'a pas réussi à réaliser ces avancements, alors l'appareil de la Ligue arabe en tant qu'institution qui rassemble les pays membres n'a jamais pu être efficace. Mais par exemple, concernant la gestion de questions yéméniennes, on trouve que c'est les pays de Golfe qui prennent la relève, ce n'est pas la Ligue arabe. La Ligue arabe, bien sûr, il donne son accord, mais ce n'est pas une initiative du monde arabe ou de la Ligue arabe en soi. Et justement, c'est l'un des points qu'avait soulevé le Maroc quand il avait refusé d'accueillir en mars 2016 ce 27e sommet de la Ligue. Le Royaume a ainsi voulu, en tout cas, exprimer son refus afin de ne pas donner une fausse impression d'unité et de solidarité des Arabes dans un monde arabe, justement, qui traverse une période difficile. Et d'ailleurs, selon les observateurs, de fait, ce qui devait être le sommet de l'espoir, professeur, a tourné à la déconfiture. Je reprends là un terme qu'ont utilisé beaucoup d'observateurs en parlant de ce sommet qui s'est tenu à Nouakchott avec une représentativité des chefs d'État qui est minime, si ce n'est quasi non représentative en tout cas. Oui, je crois évidemment la décision du Maroc et à mon sens, elle relève de sa perception doctrinale du royaume. Alors, le royaume a toujours évité d'être une plateforme d'accentuer les tensions. Et puisqu'à cette époque, il y avait beaucoup de désaccords autour de dossiers même du Yémen, de la Syrie, de la Libye, chaque pays il assiste un groupe contre l'autre. Alors, la plateforme de médiation n'était pas prête. Alors, le Maroc n'a pas accepté justement de donner cette impression que Rabat il contribue à accentuer la divergence entre les pays frères. Et c'est malheureusement à Nouakchott, comme vous avez mentionné, il n'y avait que 6 pays qui ont été représentés par leur chef d'État. Et il n'y avait aucune décision concrète qui a pu faire avancer l'unanimité des pays arabes autour des crises que le monde arabe souffre depuis le fameux printemps arabe. Alors, justement, on parle de ces crises. Il y a cette crise des réfugiés qui semble écartée, en tout cas, de l'agenda arabe, de l'agenda de la Ligue arabe. Pourtant, tout le monde est concerné. Je veux dire, ce sont des réfugiés arabes et on le remarque même sur les réseaux sociaux. On
on se révolte contre cette absence d'initiative, en tout cas commune, des Arabes en faveur de ces réfugiés qui sont finalement des Arabes. En Jordanie, je crois que la question des réfugiés aura plus d'importance dans les débats des chefs d'État. Tout d'abord parce que la Jordanie accueille 1,3 million de réfugiés syriens. Ça serait aussi une opportunité pour le Maroc de présenter sa perspective, ses modèles. Puis, déjà, le Maroc, il installe un camp de Zaatari en Jordanie en tant que contribution humanitaire pour les Syriens. Mais surtout, le problème des réfugiés, il est devenu important parce qu'il est devenu un facteur de désaccord entre le monde arabe et l'Europe, entre le monde arabe et Trump, les États-Unis. Et ce problème, il touche justement à la population, à la diaspora arabe, dans leur vie au quotidien. Alors, il est devenu aussi un acteur dans, si vous voulez, l'orientation des choix politiques, même en Europe. Alors, dans ce sens, elle est devenue une partie des termes géostratégiques dans le rapport monde arabe et l'Occident. Alors, ce n'est plus une question humanitaire simple qui exige juste des subventions ou de l'aide humanitaire. Mais comme ce qui se faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Oui. Justement, mais maintenant, il est devenu une affaire qui influence les relations internationales dans sa globalité. Alors, cela fait maintenant près de 60 ans que le Maroc a adhéré à cette Ligue arabe. Pareil, 6 décennies qu'il fait partie de l'Union africaine, malgré cette rupture d'une trentaine d'années. Mais voilà, il y a ce retour récent du Maroc dans l'UA. En quoi cette double appartenance, professeur, selon vous, est-elle importante aujourd'hui, surtout que nous remarquons un changement, une mouvance importante de l'échiquier mondial? Oui, alors le problème de ce changement d'appartenance régionale, c'est une problématique qui se pose justement au niveau africain. Le Maroc, il a toujours fait cette exception parce qu'il appartient à l'OCI, il appartient à la Ligue, il appartient actuellement avec le retour à l'Union africaine. Avant, il appartient à l'Organisation de l'Unité africaine. Et là, avait un statut avancé, et il garde son statut avancé avec l'Union européenne. Maintenant, il a demandé, il a fait appel à devenir membre à la CEDEAO. Alors, cette capacité de multiplication, si vous voulez, d'appartenance, elle s'inscrit justement dans cette philosophie, cette doctrine du Maroc de ne pas prendre une seule couleur, si vous voulez. C'est un choix libéral qu'il a fait. Le Maroc n'a jamais adopté le choix du parti unique. Il n'a jamais accepté à devenir un allié entier à un front contre l'autre. Alors cette capacité de diversification des relations internationales et surtout, depuis 2002, avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, on peut voir ça clairement, comment on est partenaire avec tout le monde, avec la Russie, avec la Chine, avec les pays de Golfe, l'Afrique, le monde arabe, les États-Unis, avec justement, non seulement au niveau du discours, mais au niveau institutionnel, avec des accords, des partenariats et même des zones libres. Je crois que ça fait partie de toute une philosophie que le Maroc est en train de construire. Cela ne veut pas dire que le Maroc, quand il se dirige ses intérêts intenses vers l'Afrique, il tourne le dos sur le monde arabe. Le Maroc toujours garde, à mon sens, sa présence et son appartenance arabe. Maintenant, justement, dans le calendrier, il est prévu que la question de Jérusalem, par exemple, la question palestinienne, prendra sa part entière. Et cette question, cette décision de Trump, par exemple, de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, le Maroc, en sa capacité de président du comité de Quds, alors il aura quand même son mot et
et sera justement principal dans la gestion d'une ingénierie de comment gérer cette crise avec Washington. Justement, aujourd'hui, je reparle de cette mouvance de l'échiquier mondial, mais vous avez parlé de l'aspect bénéfique de cette double appartenance du Maroc. C'est bénéfique pour le Maroc, mais c'est aussi, ou en tout cas, comment est-ce bénéfique pour les pays de la Ligue arabe? Alors, elle est bénéfique dans le sens que, par exemple, si on prend le monde arabe Afrique, alors presque la moitié, je ne veux pas exagérer, mais une grande partie des pays arabes sont des pays africains et membres de l'UA. L'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, l'Algérie, le Soudan, le Sud-Soudan, la Somalie et les îles de Comores. Ce sont des membres de la Ligue arabe et membres de l'Union africaine. Ils font partie justement géographiquement du continent. Alors, et historiquement parlant, ce rapport l'Afrique-monde arabe, parce que monde arabe, c'est pas une identification géographique, c'est plus religieuse, identitaire, parce que le monde arabe, elle est entre l'Afrique et l'Asie. Alors, ça, c'est important. Deux, c'est même les pays de Golfe, on trouve une intense move d'investissement dans les pays africains. Alors le Maroc, il est dans la même logique. Je crois que ça va être important sur des questions que ce sommet va discuter, comme la question de la sécurité alimentaire. Alors le Maroc a déjà, à travers la passerelle africaine, il a montré son expertise dans ce domaine-là. Alors ça peut aider de transférer ce know-how dans le savoir-faire justement lors des débats de la question alimentaire dans cette actuelle édition du sommet de la Ligue arabe. Mustapha Al-Zrazi, je vous remercie pour ces éclairages. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.